On prend maintenant la direction de Marioupol, plus à l'est, une ville où les évacuations sont quasi impossibles en raison des frappes russes. De nombreux Ukrainiens mettent chaque jour leur vie en danger pour tenter de rejoindre l'ouest. Le récit d'Etanadji. Sur la majorité des véhicules, des affiches signalant la présence d'enfants à bord. Ces familles ukrainiennes arrivent tout juste de Marioupol. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines de civils à se rendre à Zaporijia, au péril de leur vie. Cet habitant de la région raconte son quotidien sous les bombardements de l'armée russe. On a vécu sous l'occupation pendant 2 mois, on a souffert constamment. On a attendu qu'on vienne nous chercher, mais personne n'est arrivé en 2 mois. Alors on a décidé de partir. Quelqu'un nous a aidés, mais il n'y avait pas de couloir humanitaire, rien de tout ça. La ville portuaire de Marioupol est aujourd'hui presque entièrement détruite. Les tentatives d'évacuation ont quasiment toutes échoué. Environ 100 000 habitants seraient toujours sur place, selon des estimations des autorités ukrainiennes. On attend des gens de Marioupol tous les jours, mais le dernier convoi avec 4 bus date de la semaine dernière. C'est le seul convoi arrivé par un couloir humanitaire. Pour ce qui est de la promesse de l'ONU, eh bien oui, on les attend. On n'a aucune idée du jour où ils arriveront, mais on les attend. Une attente interminable, alors que les Nations Unies ont annoncé ce jeudi se rendre sur place pour préparer une évacuation. La ville martyre est presque entièrement contrôlée par les Russes, à l'exception de ce gigantesque complexe métallurgique. L'acierie d'Azovstal, 2 à 3 000 soldats ukrainiens y sont toujours retranchés, assiégés par les forces russes qui bombardent sans relâche la zone. Dans les sous-sols de l'usine, il y a aussi des centaines de civils, dont des enfants. Et la nourriture, l'eau, les médicaments se font de plus en plus rares. Les derniers combattants ont jusqu'ici refusé de se rendre, mais ils multiplient les appels pour être exfiltrés. Une visite pour tenter de réchauffer les relations entre Ankara et Riyad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Arabie Saoudite pour la première fois depuis l'assassinat à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Les relations entre les deux pays s'étaient alors détériorées. Edwige Ouamanissa et Etanadji. Une visite dans l'un des palais de la famille royale saoudienne et une poignée de main avec le prince héritier Ben Salman devant les caméras du monde entier. Symbole de la réconciliation entamée entre Recep Tayyip Erdogan et la monarchie du Golfe. Un réchauffement des relations entre Ankara et Riyad, pour le moins inespéré, tant les deux puissances régionales rivales ont eu des rapports très tendus ces 3 dernières années. Au cœur de leur bruit diplomatique, la mort de Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul en 2018. Ce journaliste critique du régime saoudien, assassiné par un commando. L'ONU et Washington ont directement mis en cause le prince héritier Mohammed Ben Salman. Ankara, elle, a accusé les plus hauts responsables saoudiens d'avoir commandité son meurtre. Mais il y a quelques semaines, coup de théâtre, la justice turque a décidé de mettre l'affaire Khashoggi sous le tapis en renvoyant le dossier devant les tribunaux saoudiens. Pourquoi cette volte-face ? Il faut dire que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui en grande difficulté économique. Sa devise a dégringolé en 2021. L'inflation s'est envolée en mars à plus de 60% en un an. À l'issue de sa rencontre avec le prince héritier Ben Salman, le Premier ministre turc s'est rendu en pèlerinage à la Mecque. Cette stratégie de rapprochement doit permettre la levée de l'embargo sur les produits turcs. Erdogan espère ainsi accéder au marché du royaume et attirer à nouveau les investissements saoudiens à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle turque. Los Angeles célèbre un triste anniversaire aujourd'hui, celui des émeutes qui avaient commencé à embraser l'Amérique il y a 30 ans, le 29 avril 1992. Elles avaient duré 6 jours. Ces manifestations monstres avaient eu lieu après l'acquittement de policiers blancs accusés d'avoir passé à tabac un automobiliste noir. À l'époque, le président Bush avait dû faire intervenir l'armée. On va revenir sur ces événements avec Tristan Cabello, maître de conférences en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la chronologie des événements et nous expliquer pourquoi cet acquittement précisément a provoqué des émeutes ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe en 1992 à Los Angeles est à peu près exactement ce qui s'est passé très récemment avec George Floyd. Rodney King, comme vous l'avez rappelé, a été interpellé par la police. Il a été passé à tabac pour un excès de vitesse. Et à ce moment-là, de son appartement, il y a un citoyen américain qui a un caméscope et qui filme la scène et qui l'envoie à une télé locale. Et donc il y a une enquête qui est menée contre la police. Il y a un procès aussi contre la police. Et comme vous venez de le rappeler, les 4 policiers qui sont intervenus dans cette altercation eh bien, sont acquittés. Et à partir de là, cela déclenche 5 jours non-stop d'émeutes à Los Angeles avec du feu, des business qui sont détruits, volés et une intervention, comme vous venez de le dire, de la garde nationale. Pourquoi cet anniversaire reste important aujourd'hui aux États-Unis ? Alors c'est important parce que la société américaine est de plus en plus multiculturelle, c'est-à-dire que les Blancs, très bientôt, vont devenir minoritaires dans cette société. Donc tous ces enjeux de diversité, d'inclusion, d'égalité, d'équité, de discrimination sont vraiment centraux, tout particulièrement, bien sûr, dans la jeunesse du pays, principalement latino, noire, asiatique américaine. Et c'est quelque chose qui a été en fait mis dans la centralité, un point central du programme de Joe Biden et de Kamala Harris. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que Joe Biden est le premier président américain qui a prononcé dès la première semaine de son terme les mots de racisme systémique qui gangrènent la société américaine. 30 ans plus tard, les tensions raciales sont toujours présentes aux États-Unis. On se souvient des émeutes qui avaient éclaté après la mort de George Floyd, tué à Minneapolis par un policier blanc. Est-ce qu'il y a eu des avancées en 30 ans ? Oui, il y a eu des avancées. Alors, juste après les émeutes de Los Angeles, il est vrai qu'il y a eu de grandes reconfigurations dans la police à Los Angeles. Tout le système de recrutement, de formation continue, de titularisation des policiers a été complètement refiguré. Le grand problème, il y a eu aussi des comités de surveillance dans chaque quartier à Los Angeles, dans chaque quartier noir de Los Angeles. Le grand problème de la police américaine, c'est que c'est une police qui est complètement décentralisée, c'est-à-dire que chaque État, chaque ville, chaque institution a sa propre police, et donc ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'années pour que l'on voit en fait des changements dans les méthodes policières aux États-Unis. Le passage à tabac de Rodney King avait été filmé à l'époque. Les images avaient choqué la population. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des smartphones, il est de plus en plus difficile de cacher ce genre d'images. Est-ce que ça peut faire diminuer les violences raciales ? Alors, ça a fait diminuer les violences raciales. Comme je le rappelais, en fait, la technologie joue un rôle tout à fait important. En 1992, c'est l'arrivée du caméscope. Les Américains achètent des caméscopes et commencent à filmer la vie de tous les jours. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, l'habilité, en fait, la capacité de filmer tout ce qui se passe autour de nous avec nos smartphones, non seulement empêche la production de ces violences, mais aussi nous aide en fait à les récriminer. Merci Tristan Cabello. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins. Merci à vous. Merci. La descente aux enfers d'un